RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Alors dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Guillaume Pelletier, député et vice-président des Républicains. Mais tout de suite, nous recevons Boris Vallaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes député socialiste des Landes, porte-parole du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Donc c'est l'info de la journée. Donc Nicolas Sarkozy est en garde à vue en raison de soupçons autour du financement de sa campagne présidentielle de 2007 par Mouammar Kadhafi, l'ancien dirigeant libyen. Ses amis chez les Républicains parlent d'acharnement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous n'avez pas ces mêmes mots. Quelle est votre réaction dans le fond aujourd'hui ? Écoutez, moi j'ai pris acte, comme tout le monde, du placement en garde à vue de Nicolas Sarkozy. Il n'est jamais trop tard pour que la justice fasse le travail qu'elle estime nécessaire de conduire. C'était en 2007, nous sommes en 2018, il s'est passé presque 11 ans. Les magistrats ont des questions à poser à l'ancien président de la République. Donc c'est l'heure de la clarification. Moi je ne préjuge pas de ce qui sortira de cette garde à vue et de ses suites judiciaires. Donc la présomption d'innocence est une chose importante, mais que la justice fasse son travail, même 11 ans après, me paraît sain. Sur la méthode, certains soutiens de Nicolas Sarkozy disent qu'il a toujours répondu à toutes les convocations judiciaires. Est-ce qu'on ne pouvait pas lui éviter la garde à vue ? C'est ce qu'ils disent. Qu'il y a quelque chose d'un peu humiliant. Vous, il n'y a rien qui vous choque dans le fait de mettre en garde à vue un ancien président de la République ? Écoutez, traiter chacun comme un justiciable normal. Oui, mais chacun sait que Nicolas Sarkozy n'est pas un citoyen ordinaire. À égalité de droits et de devoirs, ne me gêne pas. Voilà, moi, je ne suis pas magistrat. Il ne m'appartient pas de juger de la façon dont la justice exerce, en toute indépendance, ses responsabilités. Alors, vous avez un nouveau patron au Parti socialiste, c'est Olivier Faure, dont vous étiez un soutien. N'est-il pas aujourd'hui le capitaine du Titanic ? Ce nouveau premier secrétaire. Écoutez, on est dans une situation qui est compliquée. Et nous sommes les uns et les autres déterminés à rebondir, à emprunter le chemin de la Renaissance. C'est un chemin qui est exigeant, dont on sait qu'il est incertain, qui réclame de l'humilité, de la détermination. Mais aujourd'hui, nous avons un premier secrétaire qui a été élu, et bien élu, et qui a été élu sur une ligne qui est celle du rassemblement, avec une méthode qui compte sur les forces vives de ce parti, qui sont les militants, qui sont allés voter en masse. Et c'est plutôt heureux. Donc moi, je suis porté à l'espérance, avec humilité, mais avec détermination. Donc, vous savez, on a eu dimanche une élection législative partielle, qui a vu Joël Aviragnet, député socialiste, élu à plus de 70% des voix. Bien, écoutez, ce sont des signes qui nous portent à la poursuite de ce travail de renaissance. Alors, on va vous poser peut-être des questions sur ce que va être aujourd'hui votre nouveau corpus idéologique, mais peut-être... Mais sur Olivier Faure, sa personnalité, ce qu'il est depuis des années, les socialistes le connaissent bien. Est-ce que c'est un scénario enthousiasmant d'avoir Olivier Faure comme premier secrétaire du PS ? Oui, c'est un scénario enthousiasmant. C'est un scénario enthousiasmant d'abord parce que la primaire pour désigner... Vous entendez bien le sens de la question. Ça provoque une montée d'enthousiasme. Oui, bien sûr. Oui. Je crois que les gens ne seraient pas allés voter, les militants socialistes ne seraient pas allés voter à près de 40 000 le week-end, la semaine dernière, si il n'y avait pas cet enthousiasme. Ils ne se seraient pas massivement portés sur lui s'ils n'avaient pas le sentiment qu'il était celui qui est capable encore de tenir tous les bouts dans ce parti. Pas par défaut, parce qu'il a tiré une leçon fondamentale de ces 5 dernières années. C'est que nous avions désappris à nous parler, que nous étions campés sur parfois des positions, dans des formes d'intransigeance. Et on a pris parfois les militants en étau entre l'intransigeance des uns, l'ego des autres. Nous avons besoin de réapprendre à nous parler, de douter de tout, de douter de nous-mêmes, de nos convictions, de ce que l'on croyait juste, parce que nous avons tous perdu. Et il a dit à chacun de ceux qui le soutenaient et aux militants, venez avec ce que vous êtes, avec votre histoire, avec vos convictions, avec vos idées, et nous allons en débattre. Et si nous sommes capables de
faire émerger des raisons de continuer de vivre et de travailler ensemble, si nous sommes capables de faire émerger un projet entre nous, dans la diversité de ce que nous sommes, eh bien nous serons capables aussi de le porter auprès des Français. Alors c'est vrai que le paradoxe du Parti socialiste, c'est qu'il culpabilise lorsqu'il gouverne, car il se heurte dans le fond au réel, alors que son aspiration profonde est plutôt un idéal. Cet idéal qui souvent est porté quand vous êtes dans l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez pouvoir un jour réunir les deux, c'est-à-dire assumer le pouvoir et à la fois assumer l'idéal? La politique, et a fortiori quand on est socialiste, c'est la réconciliation du rêve et de l'action, de l'idéal et du réel. Au fond, la réconciliation de l'éthique de responsabilité, de l'éthique de conviction. Moi, je ne dissocie pas les deux. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Que bien sûr, il faut être responsable, qu'on ne vit pas sur Sirius, indépendamment des contingences. Mais en même temps, il faut se dire de façon très nette que nous pouvons avoir prise sur le réel, mais qu'il faut le décider et qu'il faut prendre un certain nombre de décisions. Vous savez, le présent, mais sans doute l'avenir, est toujours fait de la somme de nos choix, de nos non-choix, de nos renoncements et même parfois de nos lâchetés. Eh bien, le PS a perdu son âme, il a perdu les élections, est-ce qu'il a perdu son âme? Je crois que le Parti socialiste n'a pas perdu son âme. Mais il a besoin, comme l'ensemble des partis sociaux-démocrates français, de s'interroger sur sa faiblesse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a raté comme rendez-vous? Moi, je crois qu'il a raté le tournant de la mondialisation et de la réorganisation du capitalisme. Il pensait, peut-être avec la chute du mur de Berlin, que la social-démocratie avait gagné. En réalité, c'était, j'allais dire, le libéralisme qui dominait comme culture, parfois subrepticement. Et nous sommes retrouvés dans une situation singulière, où beaucoup de ce à quoi nous croyons, beaucoup de ce que nous défendons, de nos valeurs, était parfois devenu minoritaire. Difficile de parler d'égalité sans qu'on nous renvoie l'égalitarisme au visage. Difficile de parler de solidarité sans qu'on nous parle d'assistanat. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de fraudeurs. Il s'agit de dire que nous devons faire de la politique pour le plus grand nombre et n'abandonner personne à ce que, par exemple, les libéraux, la droite, et je pense En Marche, pensent être le destin de perdant de certains de nos concitoyens. Est-ce que vous pensez en avoir fini avec ce qui a miné en quelque sorte le quinquennat de François Hollande, c'est-à-dire cette division entre des courants idéologiques incarnés en particulier par ceux qu'on a appelés les frondeurs? Aujourd'hui, il y avait par exemple Emmanuel Morel qui était candidat au poste de premier secrétaire qui incarnait ce courant des frondeurs. Cette division-là, elle existe encore, vous n'en avez pas fini avec ça? Mais vous savez, j'allais dire, il y a quelque chose qui rend humble chacun d'entre nous. C'est que l'ensemble des socialistes, l'ensemble des tendances du Parti socialiste a perdu dans l'élection législative. Personne ne s'en est sorti. Au fond, nous sommes tous au pied du mur, avec ce que nous avons cru, avec ce que nous avons porté. Ce qu'il y a de très riche dans ce parti, c'est précisément qu'il va y avoir du débat, de la confrontation, du désaccord peut-être. Mais nous allons réussir à nous refonder parce que non seulement nous serons fidèles à nos valeurs, mais qu'on ne regardera pas le monde avec de vieilles lunettes. Voilà, parce que nous sommes face à des mutations considérables. Alors, et que je crois que dans un monde où, j'allais dire, l'insécurité est le trait majeur, eh bien, nous devons être le parti qui resécurise et qui est le parti de cette grande transition qui est à l'œuvre. Alors, vous avez dit pas de vieille recette. Alors, pas revenir aux fondamentaux. La question, c'est pas revenir aux fondamentaux. Moi, je crois que nos valeurs, elles ne sont pas disqualifiées par une défaite électorale. Ouais. L'égalité, la justice, ce n'est pas des valeurs qui sont disqualifiées. Donc ça, on va rester fidèle à cela. Je dis juste que nous sommes face à des mutations et dans la fidélité avec ces valeurs, il ne faut pas seulement s'accrocher à l'ordre ancien parce qu'on ne s'en sortira pas et qu'on fera parfois même des victimes parmi les gens qu'on pense protéger. Oui, mais regardez, en Grande-Bretagne, l'ordre ancien, il est incarné par Jérémy Corbyn. Ça, c'est vous qui le dites, ça, c'est votre appréciation. Quand Jérémy Corbyn, que j'ai rencontré avec des collègues socialistes, me dit « Notre préoccupation, c'est d'investir massivement dans les infrastructures, dans les territoires défavorisés ». Je n'ai pas l'impression que c'est le monde ancien, j'ai plutôt l'impression que c'est la préparation de l'avenir. Quand il dit « On doit redistribuer des richesses et se préoccuper de la mobilité sociale de tout le monde », et en particulier dans ces territoires qui décrochent. Pour l'instant, eh bien, vous savez, il y a beaucoup à redistribuer, et c'est le gouvernement qui en a fait la meilleure preuve, en redistribuant dès cette année 5 milliards d'euros aux 10% de Français les plus riches. Vous n'avez pas tort. Mais à quoi Boris Vallaud peut vous conduire un rapprochement, puisque c'est pour ça que vous êtes allé à Londres, pour travailler un rapprochement des gauches européennes. Quand bien même vous arriveriez à vous entendre, à vous mettre d'accord sur des plateformes, des programmes, mais au moment des élections nationales en France, ce qui préoccupe les Français, c'est pas de savoir si vous vous entendez avec tel ou tel Italien ou tel Anglais. Ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. Oui, bien sûr. Mais vous savez, le pouvoir d'achat, l'emploi,
ce n'est pas indifférent à ce que disent les sociodémocrates, chacun dans leur pays et en Europe. Je crois que c'est important de se poser la question de savoir quels sont les grands débats en Grande-Bretagne, en Allemagne. C'est un diagnostic commun que vous voulez faire en quelque sorte ? Est dans cet état de faiblesse. Pourquoi le Parti démocrate de Matteo Renzi est dans cet état de faiblesse ? Parfois pour les mêmes raisons que nous. Donc la crise de la social-démocratie. Il y a une crise de la social-démocratie et nous devons la surmonter ensemble. Parce que la question européenne est importante et qu'on pense que longtemps, vous savez, en tout cas c'est mon sentiment, l'Europe a été l'avenir de la gauche. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que la gauche peut être l'avenir de l'Europe, ça veut dire tous ensemble. Oui. En pesant, en arrêtant d'être des fétichistes de la libre concurrence, à s'imposer à nous-mêmes des règles qu'aucun pays du monde ne s'impose à lui-même. Est-ce que vous ne trouvez pas que le Parti socialiste français est aussi à contretemps, dans le sens où les inégalités sont extrêmement fortes et que le PS n'a jamais été aussi bas ? C'est quand même un paradoxe qu'il faut expliquer. Écoutez, est assez, et alors, quelle est l'alternative ? De se résigner, d'en prendre acte et de démissionner ? Eh bien non, moi je considère que tout ça, ce sont nos affaires. Et que la renaissance d'une offre socialiste, elle est nécessaire. Pas nécessaire au Parti socialiste lui-même, elle est nécessaire aux Français. Parce que qui se mobilisera pour défendre les injustices ? Qui remettra la justice au cœur des politiques ? Eh bien, je crois que oui, ce sont les socialistes qui ont vocation à exercer des responsabilités. Alors partout en Europe, les populismes grandissent et pour certains arrivent au pouvoir. Les législatives en Italie, on a vu la percée des forces eurosceptiques et de l'extrême droite. Est-ce que cet aspect des choses est à prendre en compte dans votre refondation idéologique ? Bien sûr qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder si le sentiment que tout se vaut, que la gauche et la droite c'est pareil, que nous ne sommes pas clairs sur notre position doctrinale, est-ce que ça donne de la clarté aux électeurs ? J'en suis pas certain. Ce que je crois, c'est que nous devons collectivement, je l'ai dit tout à l'heure, avec les sociodémocrates, nous poser la question de savoir pourquoi on en est là. C'est-à-dire que nous, en France, nous devons nous poser la question du quinquennat, mais sortir à un moment donné de ce confessionnal du quinquennat, passer au-delà des frontières et dire à nos amis italiens pourquoi vous en êtes là. Est-ce que c'est la question européenne ? Est-ce que c'est la question migratoire ? Est-ce que c'est la question finalement d'une perte de maîtrise du destin des gens ? Vous savez, moi je crois qu'un des grands enjeux de la gauche européenne, c'est de participer à la réécriture des règles de la mondialisation. Pas se recroqueviller sur soi-même, mais reprendre en main ce monde qui décide sans nous, qui décide sans les peuples, qui décide sans les États. Et je crois que ça, ce sont des grands chantiers qu'on doit conduire avec nos homologues. Et vous venez d'évoquer un certain nombre de pistes pour expliquer ce recul de la gauche en Europe, la question migratoire, vous avez dit, l'Europe. Pour vous, votre intime conviction sur le sujet, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est au cœur de ce recul ? L'absence de clarté sur ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite. Le tournant de la mondialisation qu'on a raté. De la réorganisation du capitalisme qu'on a raté. Nous avons des mutations considérables qui nous font face, qui vont ébranler tous les cadres connus. La transition énergétique, qui interroge nos modèles productifs. La transition numérique, qui interroge l'organisation du travail, nos modèles sociaux, nos modèles de protection. C'est tout ça que nous avons à repenser. Et je le dis, le trait commun de notre temps, c'est l'insécurité, c'est l'incertitude. Eh bien, nous devons inventer le modèle social qui permette d'affronter cela, devenir une société apprenante, gérer les transitions professionnelles. Et puis, c'est un débat que nous avons porté, nous, à l'Assemblée nationale, se poser la question de savoir quelle est la place de l'entreprise dans la société, en Europe et dans la mondialisation. Alors, vous avez parlé de modèle de société. Aujourd'hui, il y a une centaine d'intellectuels, des personnalités diverses, des enseignants, des écrivains, des journalistes, des philosophes, etc., qui signent une tribune dans le Figaro pour exprimer leur inquiétude face à la montée de l'islamisme en France. Un nouveau totalitarisme, disent-ils, qui cherche à gagner du terrain par tous les moyens et à passer pour victime de l'intolérance. Est-ce qu'il n'y a pas, en effet, depuis d'assez nombreuses années, une forme d'aveuglement coupable des gouvernements successifs sur ce sujet ? Écoutez, je crois que c'est un sujet qu'il faut regarder avec sérieux, sans aveuglement et sans caricature. Il y a la montée de l'islamisme dans un certain nombre d'endroits. Il y a de la radicalisation. Et puis, il y a aussi tout un tas de Français issus de l'immigration qui sont le pur produit de la République et qui sont la démonstration de la force de nos valeurs. Et donc, je crois qu'il faut les défendre. Alors ensuite, je regarde les signataires de cette tribune et je me dis, est-il certain, en dépit de ce qu'ils écrivent, qu'ils aspirent au même monde ?
à la même société. Ils partagent une inquiétude commune, et ils le disent d'ailleurs dans cette tribune. Mais partagent-ils la même vision du monde? Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'étape suivante. Voilà. Jeudi, il y a une journée de mobilisation à l'appel des syndicats contre les réformes, oui, et la défense du service public. Est-ce que le Parti socialiste sera aux côtés des syndicats? Oui, on y sera, en effet, bien sûr. Les parlementaires socialistes seront soit à Paris, soit dans leur circonscription, dans leur grande majorité. Mais vous serez dans la manif avec les syndicats ou vous serez... Alors écoutez, formellement, je ne sais pas, je vais à la manifestation avec un certain nombre de collègues socialistes, de collègues députés. Où est-ce qu'on sera? Mais vous savez, on ne manifeste pas pour nous-mêmes. Vous vous opposez à quoi, dans le fond? Vous savez, on s'oppose à beaucoup de choses. Ouais. On s'oppose à l'ordre des priorités du gouvernement. Pour les plus riches, c'est tout de suite. Pour les plus pauvres, c'est plus tard. Et tout le traduit dans la politique fiscale, sociale. On s'oppose à une vision de la société qui est coupée en deux, avec les ordonnances sur le travail. De meilleurs droits, de meilleures protections, de meilleurs salaires pour ceux qui travaillent dans les grandes entreprises. Et même de meilleures indemnités prud'homales. Et puis des mini-jobs pour les autres. On s'oppose à une vision du service public qui considère qu'il faut un État minimal. On considère que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et on y tient. Et on n'est pas contre les réformes. Vous voyez, mais il y a une différence entre être réformateur et être réformiste. Ces grandes entreprises, elles ont aussi à affronter des sujets considérables de transition écologique, par exemple, s'agissant de la SNCF. On pose la question des fonctionnaires qui, pour un certain nombre d'entre eux, manifesteront. Il y a leur propre pouvoir d'achat, et puis il y a la question que pose la suppression de 120 000 postes. Il y a eu la semaine dernière le mouvement des EHPAD. Est-ce que vous savez quelle est la qualité, ou plutôt l'absence de qualité parfois de prise en charge de nos grands-parents? Il y a une souffrance au travail qui conduit à une mauvaise prise en charge de nos aînés. À un moment donné, il faut qu'on se dise que si on a besoin de consacrer des moyens, il faut mieux peut-être le consacrer à nos services publics, à ceux de nos compatriotes qui sont les plus fragiles, plutôt, je le redis, qu'aux plus favorisés. Parce que dans le jeu de bonneteau des réformes, la pièce de monnaie, elle est toujours sous le verre des mêmes. Emmanuel Macron a lancé en quelque sorte une machine à réformer à pleine vapeur. Cette journée d'après-demain pourrait être, selon vous, le grain de sable qui viendrait l'enrayer? Écoutez, j'en sais rien. Vous savez, moi, j'ai pas une aspiration au chaos, à ce que le pays soit bloqué. J'ai une aspiration au progrès social. J'ai une aspiration à l'amélioration de la qualité des services publics. Les mouvements qui ont réussi à faire reculer des gouvernements, ça a souvent été des mouvements très paralysants. Mais je crois qu'un certain nombre de gens vont dire leur mécontentement. La difficulté que nous avons avec ce gouvernement, c'est qu'il n'écoute que lui-même. Ce matin, le Premier ministre prétendait écouter, mais il s'écoutait. J'ai pas eu le sentiment qu'il était à l'écoute. À chaque fois qu'il y a l'ouverture d'une concertation, les conclusions en sont écrites avant qu'elle ne démarre. On est dans un moment où, sans doute, le pays a besoin de grandes réformes. Mais est-ce qu'elle peut se passer d'un dialogue social de qualité? Est-ce qu'elle peut se passer de dialogue citoyen? Est-ce qu'elle peut se passer d'un débat parlementaire? Tout va passer par ordonnance. Vous n'avez pas le sentiment, quand même, que nous avons une petite difficulté que vous ne servez à rien, démocratique les députés? On a parfois le sentiment de ne pas servir à grand-chose et que la ligne du gouvernement, c'est d'organiser une forme de frugalité parlementaire. Mais par exemple, sur la SNCF, soyons concrets. Par exemple, qu'est-ce que vous reprochez à cette réforme? Parce que la SNCF est endettée à 4 milliards d'euros. Oui. Alors vous savez que l'ensemble des compagnies qui ont été nationalisées en 1937 avaient une dette qui était supérieure à celle de la SNCF aujourd'hui. Simplement pour remettre les choses dans une perspective historique. Ensuite, ce qui me gêne, c'est que l'on dise le statut des cheminots serait responsable de la dette. Il n'y a aucun lien entre les deux. Donc il y a une forme de duperie. Ce qui est en question, c'est sommes-nous capables de financer nos infrastructures? La sécurité de nos infrastructures, l'aménagement du territoire, la préparation du changement climatique. C'est ça le vrai sujet. Le gouvernement va-t-il reprendre la dette à son compte? Il va falloir négocier avec Bruxelles s'il le fait. Pour l'instant, j'en entends pas parler. C'était plus ou moins, j'avais l'impression, le sous-jacent de cette réforme. Est-on capable de créer des ressources supplémentaires pour l'AFIT? Il faudrait 700 millions d'euros par an. Parce que la réalité, c'est que si nous ne répondons pas à ces questions-là, eh bien, c'est 9000 km de voies ferrées qui vont fermer. Et qui vont en être les victimes? Les territoires ruraux, ceux qui ont des difficultés de mobilité, c'est-à-dire, une fois de plus, les plus fragiles de nos concitoyens. Et ce sera le mot de la fin pour cette première partie. Merci Boris Vallaud. On se retrouve dans quelques minutes avec Guillaume Pelletier pour la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup. Merci.